La question, c'est même pas son implication, parce que je pense qu'il est réellement motivé, il est réellement déterminé à jouer cette nouvelle échéance, qui sera déterminante pour sa fin de carrière. Mais c'est son état physique, on se rend pas compte, mais le 19 octobre, c'est un mois. Ça fait un mois qu'il n'a pas foulé une pelouse. Il dit lui-même, il me semble, j'ai lu ça dans l'équipe ce matin, qu'il a une forme de décompression après le Ballon d'Or. Donc c'est-à-dire que psychologiquement, il a un peu décompressé. Ça peut jouer sur son état physique, sur ses performances. Et puis on a une semaine du premier match et il n'a pas le droit de toucher le ballon à l'entraînement. Il faut quand même se poser des questions. Je pense que ça rejoindra le futur débat où Didier Deschamps a pris le 26e joueur qui est un attaquant. On peut lancer, bien sûr. On peut lancer, voilà. Et toutes ces conditions, ce cocktail de conditions un peu pas terrible pour l'équipe de France. Moi, il m'interpelle plus que le coup de Nkunku, qui en plus n'est pas titulaire, on va pas se mentir. Donc ça, c'est moins, on va dire, primordial pour l'équipe de France au moment M. En revanche, Benzema, il y a une vraie inquiétude. Et puis, dans la manière qu'a le staff de rassurer, il rassure, mais il rassure pas vraiment. Je t'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que quand on l'écoute, il dit, moi, 25 joueurs, ça me suffit. Si j'avais estimé que 24 c'était suffisant, j'en aurais pris 24. Et puis on a un rétro-pédalage à la conférence suivante où il dit mais non, mais moi j'ai toujours voulu en prendre 26, j'avais ça dans un coin de la tête, je vous l'avais pas dit. Ce que ça traduit, c'est quand même qu'il y a un climat ou une absence de sérénité assez forte. Je pense que c'est beaucoup plus basique que ça. On a vu que toutes les sélections avaient pris 26 joueurs, sauf l'Iran. Et Didier Deschamps s'est dit mais en fait j'ouvre la porte à la possibilité de me faire attaquer. Parce qu'on ne revient pas sur un choix, on revient sur un vide. Oui. Et on pourra toujours me dire mais pourquoi t'as pas pris un défenseur, mais pourquoi t'as pas pris un milieu, mais pourquoi t'as pas pris un attaquant. Et c'est juste... Alors, on peut en venir. Après, pourquoi un attaquant? Parce qu'on pourrait venir là-dessus. Pourquoi un attaquant? Parce qu'il a beaucoup d'orgueil. Il a beaucoup d'orgueil. Et s'il avait décidé de prendre un latéral, il aurait donné le sentiment de céder à la pression médiatique, à la pression populaire. Qu'au milieu de terrain, il a déjà raclé les fonds de couloir. Alors il va chercher un en attaque, qui est ami avec les autres, qui est un bon garçon, qui fera pas de vagues s'il joue pas, et au moins il remplit la case. Pour beaucoup, c'était déjà de chercher de l'argent et d'en trouver. Parce que ça coûtait toujours de l'argent. Et à ce moment-là, oui, c'était de passer du temps sur les routes, de chercher la moto, la pièce, de la réparer et d'essayer de s'aligner à toutes les courses, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était une façon de vivre, le continental. Aujourd'hui, ça s'est spécialisé, c'est devenu très professionnel, comme plein d'autres sports, quoi. Avant, faut pas oublier qu'on passait le permis moto à 16 ans et qu'on pouvait courir qu'à 18 ans. Aujourd'hui, on court des gamins, dès l'âge de gamin. Ça n'a pas été respecté par la famille Monneret, ça je tiens à vous le dire, notamment Georges Monneret qui a commencé... Oui, on pouvait faire la 125 à 16 ans. Mais vous avez vu qu'en ce moment, ils veulent remonter l'âge. Philippe, votre père a participé à des courses déjà sans le dire à ses parents, et notamment à son propre père, avec des faux noms. Et a gagné des courses avec des pseudos, avec des faux noms. Oui, parce que c'était... Un jour, son père le voit dans le journal, mais alors j'ai oublié le moine. Ouais. Mais c'est qui ce le moine qui arrête pas de gagner des courses là? C'est qui ce gars que je ne connais pas? Il lui a dit, je sais pas si c'est un bon pilote, mais en tout cas c'est un vrai con. Et là, il a compris qu'il avait été démasqué. Il s'est fait griller. Je vous laisse terminer, Bernard Faux, sur le quotidien de l'époque. Comme j'étais pas issu de la balle, j'ai tout fait en cachette aussi. Mes parents n'étaient pas d'accord. Hein. J'ai mis le fait accompli. Mais non, je rêvais de cette vie-là. Déjà avant de rêver de gagner, parce que j'avais vu Jack, l'éternel privé, mais il y avait l'idée de l'indépendance, de la liberté qui me séduisait beaucoup. Quoi. C'est un peu l'esprit des surfeurs aujourd'hui, non? Sûrement, je connais pas, mais en effet, quand on voit le film... On peut dormir à la belle étoile, on se débrouille avec rien, et on fait ça par passion. Quoi. Point Break, le film raconte un peu l'esprit du continental, des coureurs. La dernière vague, on y va, on va peut-être mourir, mais... le mec, il aurait été pilote moto, il serait allé au Titi. Parce que, vous l'avez dit, on va peut-être mourir. C'est-à-dire que quand vous preniez, à votre époque, vous preniez votre moto, vous ne saviez pas si vous alliez revenir. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve ça encore? C'est des courses en Angleterre sur la route et le Titi entre autres. Ouais. Les types... Oui, on pouvait le prévoir. On pouvait le prévoir. Ah oui. Alors d'abord, ça fait 3 mois, en gros, qu'il a dit à un moment, je vais parler, je ferai une annonce, je ferai une interview, la vérité sortira et tout. Ça fait 3 mois de ça. Donc on sentait j'allais dire, la tension monter en même temps que la frustration. Parce que Cristiano, il est comme ça, il est très sanguin, il est très écorché vif, c'est quelqu'un de blessé en permanence, pour qui la moindre chose prend des proportions incroyables.
Et là, c'est pas la moindre des choses qui a pris des proportions incroyables. C'est tout simplement la mort de son fils au mois d'avril. Et il a forcément ressenti ça très, très douloureusement. Sa famille, peut-être encore plus. Son départ de Manchester, il était lié beaucoup plus à ça qu'à une envie sportive d'aller voir ailleurs. Et de toute façon, ce qu'il a ressenti à ce moment-là, c'est non seulement sa douleur de perdre son fils, mais également de ne pas être soutenu par le club. Et surtout que le club lui ait reproché des retards alors que sa petite fille était malade également. Ils ne l'ont pas cru, dit-il. Le club ne m'a pas cru. Alors non seulement ça, mais le club a été prévenu systématiquement des problèmes que pouvait avoir Cristiano, des problèmes de sa famille, des problèmes également douloureux, psychologiques qu'il pouvait rencontrer lui et sa famille. Ils ont été prévenus. Ten Hag qui est arrivé là, globalement, on n'avait rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre, il était venu là pour restaurer une espèce d'autorité, une espèce de dynamique dans le vestiaire, quitte à brider Cristiano Ronaldo, quitte à en faire une tête de Turc, et quitte à se le mettre à dos. De toute façon, lui, il n'était pas là pour ça. Avec ou sans Ronaldo, c'était pas son problème. Il a tenu un double langage, à savoir de dire, de toute façon, moi je compte sur Cristiano, il est un des nôtres, il faut juste qu'il se remette parce qu'il a commencé la préparation en retard, etc., etc. Alors que globalement, il ne veut pas de Cristiano. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, Cristiano l'a senti. Cristiano a besoin de se sentir aimé. C'est le sous-titre de mon bouquin, L'homme qui voulait être aimé. Cristiano a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir choyé. Tous les entraîneurs avec qui ça s'est bien passé ont été comme ça.